Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Des paysages variés où la haute montagne côtoie les déserts arides. Une mosaïque de peuples, les uns chrétiens, orthodoxes ou protestants, les autres musulmans ou encore juifs. C'est toute la diversité d'un pays africain très surprenant, la République démocratique fédérale d'Éthiopie. À plus de 2000 mètres d'altitude, Addis Abeba, nouvelle fleur en amharique, la langue officielle du pays. La Food and Agriculture Organization des Nations Unies, plus connue par son sigle FAO, y a installé son centre opérationnel pour l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie est le deuxième plus grand pays de toute l'Afrique. Il vient de connaître 4 années successives d'augmentation de la production de céréales. On constate donc que les choses peuvent fonctionner, mais le pays est encore fragile. La petite saison des pluies permet de produire 15% des céréales de l'Éthiopie. En cas de sécheresse, toute la région sous-continentale en souffre, donc nous avons raison de nous en préoccuper. Animaux de bas et bétail sont essentiels à la vie de la population, voire à sa survie lorsque les temps deviennent difficiles. La sécurité sanitaire des animaux est donc sous très haute surveillance. Pendant les sécheresses dans le sud de l'Éthiopie, la FAO et d'autres ONG ont mis en place des programmes d'alimentation des animaux. Et l'imagerie satellitaire nous aide à savoir où il y a encore des zones de verdure à la fin de la saison sèche. Problème climatique ou choc pétrolier, les prix des denrées de première nécessité ont augmenté de 56% depuis 1986. Le rôle de la FAO est d'évaluer les besoins structurels et de mettre en œuvre des projets ciblés, financés par la communauté internationale, en accord avec les autorités du pays. L'Éthiopie, pays 2 fois grand comme la France, est partagée entre un haut plateau central et des basses terres beaucoup plus arides, comme dans le triangle Afar. L'équation est simple. Si les animaux meurent, les humains suivent. À Argoba, on vaccine les chèvres. Cette opération fait partie d'un projet de récupération du cheptel, une initiative de la FAO soutenue financièrement par la Norvège. La connaissance de la météorologie locale, tout aussi importante, entre également dans le cadre du projet. Auparavant, on n'avait aucune donnée météorologique qui pouvait nous aider à prédire ou à comprendre le temps de cette région. Mais désormais, nous connaissons le taux de précipitation, la vitesse du vent et bien d'autres éléments grâce aux stations météo. Toujours dans la même logique, le projet de la FAO met tout en œuvre pour la construction de digues en dur et l'amélioration des canaux d'irrigation. Outre la mise à disposition de moyens, la population locale est formée pour gérer ses ressources de façon autonome. La principale menace dans cette région, la menace numéro 1 pour nous, c'est la sécheresse. La seconde, c'est les inondations. En troisième position, il y a les insectes, comme les criquets pèlerins. Je devrais ajouter les plantes envahissantes, en particulier le parthénium. La sécheresse, des eaux furieuses qui balaient tout sur leur passage, des criquets pèlerins qui dévastent les récoltes en quelques instants, des plantes qui étouffent les autres. L'écosystème est pour le moins fragile. Pourtant, les paysans d'Afrique et des autres continents ont un allié dont ils ne soupçonnent souvent même pas l'existence, mais qui est omniprésent au-dessus de leur tête. C'est le satellite, ou plutôt les satellites d'observation de la Terre, comme Envisat, le grand satellite d'observation de l'Agence spatiale européenne. Au siège de la FAO à Rome, on exploite les résultats des données satellitaires fournies par la plupart des agences spatiales de la planète. On y suit ainsi en temps presque réel l'évolution des couvertures végétales, des conditions météo et surtout, on a en main un outil précieux de prévision, en quelque sorte un signal d'alarme.
Les satellites sont vraiment au début d'une très longue chaîne d'action qui commence avec l'observation d'un début de sécheresse, végétation plus rare, manque de précipitations, et puis implique l'envoi d'équipes sur place, ce qui est très important dans ces pays, et ce pour confirmer ce que le satellite a observé et tenter de remédier à la situation. Quelquefois, nous recevons des données satellites chaque semaine, alors que nous en voudrions quotidiennement. Quelquefois, nous obtenons ces données sur une zone d'1 km², alors que nous aimerions avoir une meilleure résolution. Ces données spatiales et temporelles sont donc continuellement affinées pour améliorer la télédétection et le système d'alerte précoce. À quelques dizaines de kilomètres de là, l'ESRIN, le Centre européen de recherche spatiale, où convergent les données fournies par divers satellites de l'ESA. Une grande antenne brise l'alignement des oliviers qui entourent le centre. L'antenne que vous voyez derrière moi est une antenne d'un satellite de télécommunication européen Artemis qui permet de recueillir les données de l'instrument MERIS à bord du satellite Envisat d'observation de la Terre, qui prend des images globales de la couverture végétale tous les 2 ou 3 jours. Élaborant ces images, nous pouvons réaliser une carte d'occupation des sols à une échelle qui n'a jamais été réalisée auparavant. Pas mal de choses intéressantes du détail. À l'aide de cette carte, la FAO, l'UNEP, les experts mondiaux de la végétation pourront avoir une vision plus fraîche mais aussi plus précise de l'évolution de la couverture végétale à l'échelle globale. La comparaison chronologique des cartes permet d'accompagner dans le temps l'évolution de la couverture des sols, de leur humidité et du climat. Ces données permettent la réalisation de modèles informatiques pour des prévisions d'évolution toujours plus fiables. Mais cette arme a ses limites. Si le satellite optique Spot 5 photographie du vert, cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'une zone fertile. Exemple dans la région des Afars. Ici, le Prosopis juliflora est devenu un envahisseur redoutable. Implantée au départ, notamment pour résoudre le problème de l'alimentation animale, cette plante a échappé à tout contrôle et colonise rapidement les terres. Les forêts denses repoussent le bétail, le sauveur est devenu tueur, et ça, le satellite ne le sait pas. Pâture, bois, fourrés, tout ce qui est vert en fait, la chlorophylle apparaît dans l'index de végétation. La prosopis, qui est une plante envahissante, apparaît comme une zone de pâture dans le NDVI, l'indice de végétation différence normalisée, mais elle est inutile pour les cheptels. Les nomades Afars n'avaient vraiment pas besoin de cet ennemi supplémentaire aux épines dangereuses. Cet arbre ne nous est pas utile, même pas les plus petits. Et c'est comme une balle. Si une vache ou un homme marche sur une épine, ça s'infecte et on peut mourir. En Éthiopie, la sécheresse des basses terres contraste avec la relative douceur des hauts plateaux bien cultivés et où l'arbre à tout faire, l'eucalyptus, pousse en abondance. En période normale, les basses terres subissent 2 saisons sèches annuelles pendant lesquelles hommes et bêtes doivent survivre, puis viennent des pluies bienfaisantes. Bienfaisantes, pas toujours, car elles peuvent provoquer un autre mal, une fièvre hémorragique, la fièvre du Rift, qui décime surtout les animaux, mais peut également toucher les humains. La fièvre du Rift apparaît principalement au moment des inondations, lorsqu'il y a des pluies importantes, une couverture nuageuse anormale. En parallèle, l'indice de végétation, le NDVI, montre plus de chlorophylle au sol. Les deux données combinées sont des signes avant-coureurs de l'apparition d'épidémies de cette fièvre du Rift. Les satellites peuvent donner l'alerte lorsque ces conditions sont réunies, mais les informations en provenance du terrain sont cruciales pour une intervention efficace. Elles permettent de connaître le nombre d'animaux à traiter et leur localisation pour l'acheminement rapide des vaccins.
Ces informations qui sont collectées par la communauté locale sont transmises au niveau des districts qui ensuite nous les communiquent. À ce moment-là, grâce à différents moyens, nous alertons le gouvernement régional et la FAO à Addis Abeba. De tradition, les pasteurs semi-nomades Afar ont leur propre système de transmission d'informations. Ils s'en servent encore, mais utilisent aussi désormais le téléphone par satellite, le fax, l'Internet, des technologies indispensables dans le domaine des systèmes d'alerte précoce, qui de plus en plus fiables vont devenir indispensables aux populations des pays à l'équilibre précaire. L'Afrique doit nourrir une population en pleine expansion démographique. Pour l'Éthiopie, 27 millions d'habitants en 1970, 80 millions aujourd'hui et 120 dans 15 ans. Si les pays dits riches se plaignent de la hausse généralisée des prix, qu'en est-il de la situation des pays moins favorisés? Par les temps qui courent, hausse des prix des denrées alimentaires, des prix du pétrole, je m'inquiète de la réaction de la communauté internationale et des gouvernements des pays en difficulté. Les premiers disent « donnons-leur de la nourriture », les seconds réclament une baisse des prix des marchés des céréales ou autre chose. Il faudrait en fait aider les agriculteurs locaux à produire plus et mieux, ce qui éviterait de subventionner continuellement l'alimentaire. Si nous changeons d'approche, nous pourrions y parvenir en quelques saisons et non pas en quelques décennies.